Merci. Pour le groupe Union des démocrates et indépendants, la parole est à Philippe Folliot pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame, Monsieur les rapporteurs pour avis, mes chers collègues. Depuis l'examen du projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit de séjour et au délit d'aide au séjour irrégulier, adopté en décembre 2012, l'Assemblée nationale n'a eu que rarement l'occasion de débattre du sujet de l'immigration. Pour cause, le droit de l'immigration a davantage été modifié ces 3 dernières années par le biais des circulaires ou d'instructions que par la voie législative et donc par la voie du débat, même si je pense qu'en la matière, au-delà d'inflexions législatives, rappelons une demi-douzaine de textes votés ces 15 dernières années, nous avons peut-être besoin d'appliquer plus efficacement les textes en vigueur que forcément d'en voter des nouveaux. Mes chers collègues, nous abordons l'examen de ce texte dans un contexte difficile, avec 100 000 migrants supplémentaires entre janvier et juin 2015 aux portes de l'espace Schengen, des données qui ont été fournies par la Commission des lois. La régulation des flux migratoires représente un véritable défi pour la France et pour l'Europe. Ne cédons pas pour autant au discours simplificateur. Ce projet de loi doit être examiné avec honnêteté intellectuelle et responsabilité politique, en gardant aussi à l'esprit que si notre droit des étrangers doit être réformé, la vraie réponse sera avant tout européenne. Nous avons tous en mémoire ce qui se passe dans la Méditerranée en ce moment avec ce cortège de drames humains exploités de manière éhontée par un certain nombre de mafias et de passeurs, avec tout ce que cela comporte par rapport à toutes ces personnes victimes de toutes ces exactions. En premier lieu, ce texte repose avant tout sur la volonté louable de considérer l'immigration comme une chance et non comme une contrainte à juguler. Sans nier les difficultés qui entourent la politique d'immigration, nous devons être pleinement conscients de la richesse qu'elle représente pour notre pays. L'immigration devrait constituer un instrument de soutien au développement et au rayonnement de notre pays, mais elle doit aussi aller de pair avec l'intégration, dont les 3 composantes sont l'apprentissage de la langue, l'appropriation des valeurs de la République et l'accès à l'emploi. Dans cet esprit, le projet de loi prévoit la refonte du contrat d'accueil et d'intégration. Ce dispositif, créé en 2006, a permis d'engager un parcours d'intégration les étrangers ayant obtenu pour la première fois un titre de séjour en les autorisant à s'installer durablement dans notre pays. Cependant, ainsi que l'a relevé un rapport de l'IGAS de 2013, il est aussi un dispositif coûteux qui présente certaines faiblesses. On constate notamment que les formations suivies par les étrangers dans le cadre de ce contrat ne sont pas toujours adaptées au profil des migrants. Pour répondre à ces lacunes, le projet de loi entend mettre en œuvre une logique personnalisée avec la mise en œuvre d'un parcours individualisé d'intégration, rebaptisé en commission « parcours personnalisé d'intégration ». Si cette mesure semble positive, nous nous interrogeons sur la pertinence de mettre dans le pays d'origine, à la disposition de l'étranger qui souhaite s'installer durablement sur le territoire français, une information sur la vie en France ainsi que sur les droits et les devoirs qui y sont liés. Une simple information est loin d'être à la mesure de l'enjeu de réussite de l'intégration de ces candidats à l'immigration. L'article 2 modifie les conditions de connaissance de la langue française pour la délivrance de la carte de résident. Le rapport conjoint de 2013 de l'Inspection générale de l'administration et de l'Inspection générale des affaires sociales désigne la France comme le seul pays européen à fixer un objectif de maîtrise de sa langue aussi modeste, en l'occurrence le niveau A1-1. Vous souhaitez donc
préciser que la délivrance de la carte de résident est liée à une connaissance suffisante de la langue, ne pouvant être inférieure à un niveau défini par décret en Conseil d'État. Faire de la maîtrise de notre langue la condition nécessaire à l'intégration est primordiale et nous approuvons votre intention de relever le niveau exigé. Pour autant, la Commission a supprimé l'exigence d'un niveau suffisant. N'a-t-on pas ainsi atténué l'objectif initial? En outre, cette mesure représente un coût non négligeable. Le rapport conjoint de l'IGA et de l'IGAS de 2013 a évalué à 46 millions d'euros par an le coût total de l'objectif de l'atteinte d'un niveau A1 et à 80 millions d'euros le coût d'atteinte d'un niveau supérieur, soit A2. Nous voyons ici l'inadéquation entre les intentions et les moyens. De plus, la principale innovation de ce texte est la carte de séjour pluriannuelle à laquelle les étrangers auraient désormais accès après leur première année de séjour. Cette mesure n'est pas anodine puisqu'elle mettrait un terme au principe général retenu par le Code de l'entrée de séjour des étrangers et du droit d'asile de l'annualité des cartes de séjour. Un grand nombre de ressortissants étrangers se voient aujourd'hui contraints d'effectuer des visites nombreuses et répétitives en préfecture. Cette réforme permettrait d'améliorer l'adéquation entre la durée de validité des titres de séjour et la durée de présence de l'étranger sur le territoire, mais nous craignons l'aspect quasi automatique de délivrance que prévoit cet article. Les conditions de délivrance du titre de séjour pluriannuel mériteraient d'être davantage encadrées afin de s'assurer que l'étranger qui en bénéficie respecte pleinement l'engagement d'intégration à la société française. Par ailleurs, l'un des autres objectifs affichés, pour le moins ambitieux, de ce projet de loi serait de contribuer à l'attractivité de la France. Dans un contexte de mondialisation, nous ne contestons pas la nécessité d'attirer les meilleurs talents, les étudiants et les artistes prometteurs qui représentent de véritables atouts pour un pays. Cependant, là encore, nous devons prendre garde, sous prétexte d'attractivité, de ne pas faciliter à l'extrême le parcours des étrangers et nous interroger sur les conséquences en matière de perspectives de développement liées à la fuite des élites des pays d'origine. S'agissant, par exemple, du passeport talent, à qui fait-on référence lorsqu'on désigne un étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète ou qui est l'auteur d'œuvres littéraires ou artistiques, ou encore un étranger dont la renommée internationale est établie, qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. Ces dispositions devraient être davantage précisées et strictement encadrées. S'agissant de la lutte contre la fraude, les dispositions de ce texte semblent insuffisantes. Vous proposez certes d'améliorer les outils dont disposent les préfectures pour lutter contre la fraude avec l'instauration d'un droit de communication tel qu'en disposent les administrations fiscales et sociales. Pour autant, que prévoyez-vous en matière de lutte contre les mariages blancs ou gris et sur les situations où des droits ainsi acquis frauduleusement? En outre, certaines dispositions de ce texte pourraient avoir un effet néfaste et ainsi de favoriser la fraude. Je pense notamment à l'élargissement de l'accès à la procédure de séjour pour les étrangers malades et l'autorisation de séjour de plein droit pour le parent d'un enfant malade. Il en est de même de la dispense prévue à l'article 12 d'autorisation de travail pour les étrangers qui viennent travailler en France pour une durée de moins de 3 mois. Ne va-t-on pas ainsi voir émerger une multiplication de séjours de moins de 3 mois? Enfin, vous souhaitez privilégier l'assignation à résidence et faire du placement en rétention une exception. Il ne s'agit en rien d'une mesure permettant d'améliorer la lutte contre l'immigration irrégulière. Elle vous oblige à créer une procédure d'escorte par la force publique dont on peut douter de la réelle efficacité lorsque l'étranger n'aura pas déféré à une demande de l'autorité administrative de se présenter aux autorités consulaires du pays dont il est originaire pour préparer son retour. L'ensemble de ces observations nous amène à considérer que s'il est ambitieux sur le plan de l'intégration,
de la clarification des procédures et de la simplification des parcours, ce projet de loi l'est beaucoup moins sur le plan de la maîtrise des flux et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Sans remettre en cause le principe du regroupement fondamental, c'est sa mise en œuvre ou son application parfois trop laxiste qui interroge et pose problème. Gardons à l'esprit que nous sommes dans un monde et dans une société ouverte et que bon nombre de nos concitoyens vivent et travaillent à l'étranger et que ce qui est considéré comme positif pour l'économie nationale. Dans le cadre du principe de réciprocité, n'oublions pas que certaines dispositions sont aussi susceptibles de se retourner contre nos concitoyens. La politique migratoire implique aussi nécessairement une application rigoureuse des objectifs de lutte contre l'immigration clandestine et la maîtrise des flux. Ce projet de loi ne répond pas suffisamment à cette exigence. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe UDI ne votera pas ce projet de loi.